on va pouvoir commencer donc avec la première conférence donc qui va porter sur la rénovation énergétique et donc comment valoriser le patrimoine et faire de l'efficacité énergétique. Donc après cette table ronde d'ouverture très inspirante et promettrice pour tout ce qui est rénovation énergétique, on va pouvoir avoir des retours d'expérience très concrets. Et donc, ce sera présenté par Alexandre Gonçalves de Rhizome et Véronique Javel, architecte au groupe AM. Et donc, voilà, je vous laisse la parole. Donc, après la présentation, il y aura une quinzaine de minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à noter toutes vos interrogations. Vous allez pouvoir les poser à la fin. Donc, je vous laisse la parole et à tout de suite. Bonjour à tous et merci d'être nombreux pour cette présentation. Alors on est heureux d'être présent aujourd'hui pour vous faire part de nos retours d'expérience et peut-être pour motiver un petit peu certains copropriétaires à se lancer dans la rénovation énergétique. Donc je suis Alexandre Goncalves, ingénieur chez Rhizome et je suis accompagné de Véronique Javel, bonjour tous, architecte, groupe AM. Voilà, donc on intervient aujourd'hui en binôme ingénieur-architecte pour vous parler de rénovation des copropriétés, mais également de conciliation entre la rénovation énergétique et la valorisation patrimoniale, donc, ce qui est un sujet quand même assez important dans les rénovations énergétiques. Voilà, donc avant de rentrer dans l'aspect un petit peu plus technique de la présentation, j'aimerais vous faire un petit point sur Rhizome et sur comment on accompagne les copropriétés justement. Ça fonctionne pas. Fonctionne pas. Merci. Voilà, donc nous chez Rhizome, ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne les copropriétés. Et en fait, on est parti d'un constat qui est assez simple. La rénovation énergétique en copropriété est plus complexe que sur d'autres bâtiments. Voilà, on a un réel besoin d'accompagnement finalement, puisque même aujourd'hui, on a du mal à démarrer. On n'est pas encore sur la massification qui est tant attendue. Donc il y a certainement beaucoup de copropriétaires ici dans la salle, certainement aussi beaucoup qui font partie de leur conseil syndical. Et vous savez que c'est assez complexe et bon, il y a plusieurs réponses, enfin plusieurs arguments pour défendre ça, notamment vous le savez, cette gouvernance qui est un petit peu difficile, la gouvernance par la démocratie directe en copropriété avec le vote en assemblée générale où chaque copropriétaire est convié et vient pour voter pour ou contre des résolutions et notamment pour ou contre des travaux qui vont engager la copropriété. Voilà. Et si on résume, c'est finalement la majorité qui l'emporte. Donc c'est quand même un processus de décision qui est assez complexe. On ajoute à tout ça une grande diversité des statuts en copropriété. C'est une micro-société avec des personnes qui sont plutôt aisées, d'autres qui sont plus modestes, certains qui habitent leur logement, d'autres qui le louent, des actifs, des retraités. Donc voilà, c'est une grande diversité qu'il faut parvenir à rassembler. Et donc un processus de décision complexe. Donc nous... on intervient, on accompagne les copropriétés, les copropriétés depuis une dizaine d'années. Vous pouvez revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît? Merci. On accompagne les copropriétés depuis une dizaine d'années dans une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de cet accompagnement. Un accompagnement qui est à la fois sachant, puisque ce sont de véritables opérations immobilières, les rénovations énergétiques des copropriétés. C'est très pluridisciplinaire, ça mêle vraiment des compétences particulières, donc architecturales, énergétiques, juridiques, financières, sociales. Voilà, donc c'est très complexe. On a besoin de cet accompagnement sachant, mais également d'un accompagnement indépendant. Et c'est là où vraiment l'assistant maîtrise d'ouvrage a un rôle important. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il n'a pas d'intérêt dans ce qui va réellement être engagé par la copropriété, il peut être ce tiers de confiance de la copropriété. Voilà, donc il y a un besoin d'accompagnement, mais ce n'est pas suffisant. Nous, chez Rhizome, on met en place une organisation des acteurs qui place vraiment le copropriétaire au centre du processus. Donc on a essayé de le schématiser juste ici, donc c'est peut-être un peu petit pour vous, mais voilà, c'est vraiment le copropriétaire qui est au centre du processus, puisque c'est finalement ce sont les copropriétaires qui vont décider si oui ou non on engage
un projet de rénovation énergétique. Donc le projet ne peut pas être celui seulement d'un architecte, d'un bureau d'études, d'un financier ou d'une entreprise de travaux, puisque finalement ce sont des fournisseurs, ce sont des acteurs qui sont considérés en tout cas comme des fournisseurs par les copropriétaires, et donc des fournisseurs en qui ils n'ont pas forcément confiance. Voilà, donc il va falloir vraiment accorder les copropriétaires autour d'un projet commun, et pour ça, le projet qui sera accepté, c'est celui qui aura été élaboré en co-conception avec les copropriétaires. Donc voilà, vraiment le copropriétaire, vous pouvez revenir sur la slide précédente, le copropriétaire au centre du dispositif, et bien sûr il y a un besoin d'expertise dans tout ça, et des expertises qui sont, en tout cas nous dans le processus qu'on met en place, des expertises qui sont pilotées par l'AMO. Donc l'AMO, il va ou bien faire les expertises en interne, par exemple nous on fait tout ce qui est expertise énergétique directement en interne puisqu'on est qualifié pour ça, mais les expertises peuvent aussi être faites par des intervenants extérieurs, donc par exemple par des architectes. Sur les retours d'expérience qu'on va vous présenter, on est intervenu donc avec le groupe AEM qui a fait la maîtrise d'œuvre des projets. Voilà, donc une nécessité d'expertise. Si on peut passer à la slide d'après. Voilà, donc un accompagnement sachant indépendant, le copropriétaire au centre du processus, mais également un processus d'étude qui est spécifique. Donc on a essayé de schématiser ça avec du coup, nous on va demander aux architectes qui interviennent de travailler dans un processus de type tunnel. Donc en fait c'est une forme de programmation générative qui cherche à aboutir au consensus. Pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail, au départ on va étudier un nombre très important d'interventions, indépendamment les unes des autres. On n'est pas encore sur un projet, on étudie vraiment toutes les interventions possibles. Et au fur et à mesure de la concertation avec les copropriétaires, on va écarter les interventions qui ne sont pas pertinentes ou qui ne correspondent pas aux souhaits des copropriétaires pour arriver finalement à aboutir aux interventions qui correspondent aux moyens et aux besoins des copropriétaires. Donc sur cet exemple-là, par exemple, au départ, on est sur une centaine d'interventions étudiées, c'est un exemple, pour arriver au final à 6 interventions qui vont former le programme de travaux qui sera accepté par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Donc voilà, on demande aux intervenants externes de travailler sous cette forme-là, et c'est ce qui nous permet d'avoir les réussites qu'on va vous présenter juste après. Donc voilà, il y a un vrai besoin d'expertise, on a besoin de travailler avec des architectes compétents, notamment lorsqu'on intervient sur des bâtiments à valeur patrimoniale. Et voilà, donc c'est là que je vais laisser la parole du coup à Véronique Javel pour vous présenter un petit peu les expertises. Mais sur les retours d'expérience qui vont vous être présentés, c'est ce processus-là qui a été mis en œuvre. Oui, alors moi j'ai évidemment la vision de l'architecte par rapport à tout ce processus. Et donc je vais vous parler en fait de deux familles d'immeubles que l'on rencontre en général et notamment en copropriété. Voilà, la première famille, c'est celle dont on va parler au début, c'est la famille des immeubles qui ont un potentiel, enfin qui ont des réelles qualités architecturales et que la rénovation énergétique doit remettre en valeur si elles ont disparu, en tout cas conserver si elles existent encore. Et la deuxième famille d'immeubles, c'est au contraire des immeubles de qualité moyenne ou plus ordinaire, on va dire. Et là, on va voir que la rénovation énergétique est une réelle occasion pour redonner une valeur patrimoniale et architecturale des bâtiments. Donc, on peut commencer. Voilà. Donc, le premier exemple, c'est un exemple typique d'un immeuble des années 30 à Boulogne-Billancourt. Voilà, 200 logements dans un tissu assez dense. On peut y aller. Je sais pas la zappe. Qu'est-ce qui passe les... Voilà, merci. Je fais un signe là-bas à chaque fois. Donc voilà, un bâtiment qui au cours des années s'est retrouvé recouvert de revêtements qui ont complètement caché les modénatures. Donc au cours du diagnostic, on a pu faire des sondages et retrouver voilà, des petits trésors cachés, notamment ici des caissons à rez-de-chaussée, mais voilà, tout un tas sur un immeuble des années 30, voilà, beaucoup de modénatures d'origine. On peut y aller.
Et donc voilà le résultat final où avec cet immeuble qui était très, très abîmé, très ordinaire, on est arrivé par des interventions sur les façades, sur les toitures et on le verra sur le chauffage, à arriver à un niveau BBC en rénovation, ce qui est remarquable sur un immeuble des années 30. Voilà encore une vue sur la rue, donc voilà la remise en valeur de toutes les modénatures, les balcons, les bandeaux, les garde-corps, etc. Et encore un zoom ici sur la mise en valeur des différences de nus, de parois. Voilà. En fait, on a utilisé, on peut y aller, on a utilisé différents types d'isolants en fonction des façades et de la localisation des différentes parois, puisqu'on ne pouvait pas isoler de façon identique toutes les parois. Donc on a utilisé différents isolants avec différentes épaisseurs. Et puis, on a aussi également utilisé ici un enduit hydraulique à base d'aérogel qui nous a permis de conserver ces modénatures en creux comme dans un enduit traditionnel, finalement. Alors, après avoir fait toutes ces interventions sur l'ensemble des enveloppes, c'est-à-dire, je rappelle, hein, on a refait également toute la toiture, isolé les combles, etc. On a réussi à réduire de façon drastique la consommation en énergie de l'immeuble, puisqu'on l'avait isolé. Et donc, on a de ce fait réutilisé, enfin remis en service en la remplaçant, une pompe à chaleur à géothermie, c'est-à-dire quand on est arrivé dans l'immeuble, l'immeuble était chauffé avec des chaudières gaz, mais il y avait encore un puits qui existait d'une installation précédente pour utiliser les nappes phréatiques qui étaient sous l'immeuble. Donc on a changé le mode de chauffage, on a installé cette PAC qui maintenant assure 80% du chauffage de la copropriété. Oui, tout à fait. Simplement pour compléter, c'est vraiment les interventions sur l'enveloppe qui ont permis d'installer cette pompe à chaleur, puisque finalement les interventions sur l'enveloppe ont permis de réduire les besoins en chauffage et ont permis à la pompe à chaleur d'avoir un réel intérêt, avec du coup ces 80% des besoins qui sont satisfaits par la pompe à chaleur sur une copropriété qui fait plus de 200 logements hein, quand même. Donc voilà, vraiment ce couplage d'intervention sur l'enveloppe et sur les systèmes qui permet d'avoir du coup des performances très intéressantes. On va le voir sur la diapo juste après. Voilà, donc on est passé au BBC et même beaucoup mieux puisqu'on est passé de 195 kWh par mètre carré par an à 92. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui les copropriétaires de cette résidence sont contents d'être passés à la géothermie compte tenu de l'augmentation du prix du gaz. Mais c'était une opportunité très spécifique à cette copropriété aussi. Alors, un deuxième exemple, cet exemple-là, en fait, on le met dans la catégorie pardon, des immeubles plus ordinaires. Voilà, un immeuble des années 60, il est situé à l'entrée en face du pont de Saint-Cloud, pour ceux qui connaissent, à Boulogne-Billancourt. Une plus petite copropriété, mais également très intéressante. On peut passer peut-être. Voilà, donc à l'origine, quand on a commencé à travailler sur l'immeuble, donc un immeuble, en fait la caractéristique principale de l'immeuble, c'est que sa structure en béton poteau-poutre est exprimée en façade. Donc la façade est constituée d'une grille en béton qui constitue des alvéoles toutes identiques. L'autre caractéristique, donc cette grille en béton évidemment pas du tout isolée, très déperditive, et l'autre caractéristique c'est qu'il n'y avait aucun masque, pas de balcon, pas de saillie en façade qui permettait de protéger les logements vis-à-vis du soleil, donc un vrai problème de confort d'été également. Donc c'est comme ça qu'on a pu mettre en place une façade qu'on dit bioclimatique, dans le sens où on a mis en place une deuxième peau sur cette grille de béton
Et on en a profité pour isoler. Il fallait absolument démonter toutes les persiennes qui étaient un peu obsolètes, battantes, etc. Parce que voilà, pour isoler les poteaux, par exemple, il fallait qu'on ait un peu d'espace. Donc on a fait enlever l'ensemble des persiennes d'origine, qui sont, je vous rappelle, des éléments privatifs, donc c'était pas une mince affaire. Mais toute la copropriété a voté pour la suppression des persiennes. Et donc, on a mis en place, sur l'ensemble des alvéoles qui étaient créés par la grille en béton, des stores à lames motorisés qui permettent justement de résoudre ce problème d'échauffement en été, puisque les lames sont orientables, l'ensemble se monte et s'escamote complètement dans le nez, ce qu'on appelle le nez de plancher. Voilà, donc avec un travail assez fin d'incorporation de cet organe technique. Il y a eu, je crois, 250 stores qui ont été mis en place, entièrement escamotables derrière le bardage. Les poteaux et les nez de plancher ont été isolés, ainsi que les allèges des fenêtres, et donc on est arrivé à une bonne performance d'isolation de l'ensemble. Donc voilà le résultat à la fin, donc avec un travail en bardage, en alu-cobon, et puis sur les allèges, un isolant avec un enduit en gravillon de marbre qui donne cet aspect donc d'un immeuble complètement rénové, relooké. Mais c'est pas seulement, on peut y aller, c'est pas seulement un immeuble qui a été relooké ou remis à la mode, c'est un immeuble maintenant qui va passer le 21e siècle, puisqu'il a fait des économies d'énergie, il est équipé pour le confort d'été, et donc voilà, un immeuble complètement revalorisé. Alors tout ça, ça a été fait évidemment dans l'esprit toujours de respecter l'architecture d'origine, de reprendre tout ce qui est, de s'accrocher à tout ce qui fait la qualité de l'immeuble, notamment les matériaux d'origine, par exemple la rez-de-chaussée, la pierre, et de repartir à partir de ces éléments d'origine qui étaient de qualité, de faire un vrai projet en étudiant les matières et les couleurs, pour arriver au résultat que vous avez vu. Alors voilà, donc on est parti de 233 kWh par mètre carré par an, ce qui est quand même une étiquette E, et on est arrivé au BBC à 104 kWh par mètre carré par an. Sachant que les interventions qui vous ont été présentées, donc par exemple les volets roulants en tant que nouvel équipement commun, la végétalisation de la toiture avec une toiture qui est désormais accessible aux copropriétaires, c'est vraiment le résultat d'une concertation avec les copropriétaires, dans le sens où dans la concertation on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème de confort d'été sur les façades, et qu'on avait une hétérogénéité des occultations qui dérangeait quand même beaucoup de copropriétaires, et donc on a dû trouver des solutions, travailler sur des solutions pour répondre aux exigences des copropriétaires. Et par rapport à la toiture terrasse, qui est désormais un nouvel espace collectif où chacun peut se réunir, la copropriété ne disposait pas de jardin, puisqu'elle donne sur le rond-point, il y a un tout petit jardin, mais il n'y avait pas d'espace collectif pour les copropriétaires. Et voilà, il nous a également été demandé de travailler sur un nouvel espace collectif, et c'est là où est intervenue voilà, la valorisation de la toiture. Voilà, donc en fait il se trouve que cet immeuble disposait d'une toiture terrasse qui était inaccessible à l'origine, mais qui disposait déjà de garde-corps conformes à la réglementation. Donc on a pu, avec un escalier qui montait jusqu'en toiture. Donc on a pu proposer cet aménagement de toiture à la copropriété. Voilà, et donc effectivement là c'est une photo en fin de chantier, la prise de possession d'un espace commun avec une vue magnifique sur la colline de Saint-Cloud, la Seine, etc., à 360 degrés. Donc un jardin d'agrément, et aussi un jardin qui est prêt pour l'agriculture urbaine, puisqu'on a proposé de mettre en place des bacs qui ne sont pas sur la photo, mais des bacs pour faire l'agriculture urbaine. Après, voilà, tous les éléments sont là pour utiliser ce nouvel espace commun. Alors,
on passe ici à un troisième exemple et dernier exemple, qui est un exemple un petit peu intermédiaire, puisque, on va le voir, c'est une résidence de 250 logements des années 70, qui a subi une rénovation dans les années 90 avec la mise en place d'un bardage qui a complètement modifié l'image d'origine qui était voulu par l'architecte à l'origine, donc avec un concept très simple, mais en même temps très fort, qui a complètement disparu. Donc ici, on voit les élévations du permis de construire, où on voit le concept de fenêtres en bande, les bandes noires, qui alternent avec les allèges et qui sont bloquées par des grandes verticales, qui sont les cages d'escalier, les refends, et l'immeuble qui avance ou recule au gré des plots qui sont disposés sur la copropriété. Donc l'idée, c'était évidemment de retrouver cet esprit d'origine qui avait été perdu par la mise en place du bardage que vous avez vu, et donc de retrouver cette linéarité des fenêtres en bande, avec la mise en place d'un bardage isolé, etc. Et encore une fois, on en a profité pour régler le problème des occultations, qui est un problème récurrent en copropriété, surtout dans ces immeubles de ces années-là. Et donc on a proposé de remplacer les persiennes, qui étaient des persiennes PVC blanches, par des volets roulants électriques intégrés dans la façade. Donc on voit un petit peu la coupe ici. Voilà le résultat. Donc on est arrivé à un résultat très intéressant également, puisqu'on est parti de 195 kWh par mètre, ou 194, peu importe, par mètre carré par an, à un niveau BBC, donc de nouveau un niveau à 104. Avec, donc vous voyez, on a retrouvé le traitement des verticales, le traitement des allèges en bardage à Lucobon également, les fenêtres en bande en retrait et l'intégration des volets roulants. Alors, le changement de type d'occultation ne s'est pas fait tout seul, puisque voilà, sur 250 copropriétaires, il y en avait évidemment qui avaient très envie d'avoir des volets roulants électriques, modernité, praticité, etc. Et puis d'autres qui disaient, bah oui, mais moi j'ai des persiennes en PVC, elles me vont très bien et je n'ai pas vraiment les moyens de changer de type d'occultation. En tout cas pas maintenant. Il y en a d'autres qui disaient bah, moi je viens de les changer, je ne vais pas remettre des volets roulants tout de suite. Donc en fait on a pris en compte ces remarques des copropriétaires et on a travaillé dans la solution architecturale dans la façade pour intégrer à la fois les volets roulants et les persiennes en PVC pour que, au final, ceux qui souhaitaient garder leurs persiennes puissent les garder sans dénaturer la façade, et puis ceux qui voulaient des volets roulants puissent les mettre en place, sachant que sur toute la façade est équipée et prééquipée finalement de coffres et complètement équipée aussi du point de vue électrique pour recevoir à tout moment des volets roulants suivant un cahier des charges qui a été proposé à la copropriété. Donc voilà, on voit ici un exemple où on voit des volets roulants qui sont levés, donc on ne les voit pas dans la façade, et puis donc en bas à droite une persienne. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est cette histoire de persiennes et de volets roulants, c'est également un compromis aussi qu'a dû faire un petit peu l'architecte, où bien sûr on aurait préféré mettre des volets roulants de partout, mais on est en copropriété, on a un équipement qui est privatif, on ne peut pas imposer à tous les copropriétaires de retirer leurs persiennes pour installer des volets roulants, donc là il a fallu travailler justement pour intégrer dans la façade les persiennes et les nouveaux volets roulants, et également pour que chacun puisse installer des volets roulants par la suite quand il aura les moyens de les installer, avec le coffre qui est déjà intégré dans le bardage, l'alimentation électrique qui est déjà là, il n'y a plus qu'à se brancher. Alors, dernier élément d'intervention sur la copropriété, donc on a refait entièrement les isolations des toitures hautes, et la configuration de la toiture nous a permis de mettre en place des panneaux photovoltaïques. Donc on a mis en place 270 panneaux, je crois, pour 100 kW crête de puissance sur le bâtiment principal. Et en fait, une fois encore, on a travaillé en symbiose de la technique avec l'architecture, puisque la mise en place des panneaux photovoltaïques a été... en fait, on a vu qu'on avait peu de place parce qu'on avait de la ventilation mécanique au milieu du bâtiment. Il y avait quand même une demande des copropriétaires de mettre en place des énergies renouvelables. Donc en fait, on a utilisé l'acrotère, c'est-à-dire toute la périphérie des toitures, pour mettre en place ces panneaux. Et l'usage des panneaux est multiple, bien sûr, production d'énergie,
protection des toitures, puisque les panneaux font garde-corps, les panneaux font garde-corps technique sur la terrasse. Et puis, on peut peut-être... Voilà. Et puis, du point de vue architectural également, ça nous a permis, à nous, architectes, de créer ce qu'on appelle une ligne de ciel, c'est-à-dire une ligne qui va arrêter le bâtiment, qui va faire une acrotère un peu surélevée, qui donne un peu de hauteur au bâtiment. Et voilà un exemple en cours de chantier. Et puis encore un autre ici. Voilà, donc on voit que la technique vient servir aussi l'architecture dans ce projet. Voilà, donc c'est un projet qui est en cours de finalisation puisqu'il sera livré cet été. Oui, donc simplement pour conclure rapidement sur ces retours d'expérience, donc on a vu ici un panel de solutions possibles sur des types de bâtiments qui sont différents. On n'a pas de solution type. Voilà, il y a trois types de bâtiments qui ont été présentés, hein. Donc un bâtiment, le premier à grande qualité architecturale qui avait été dégradé avec le temps, où il a fallu retrouver la valeur patrimoniale d'origine. Le deuxième exemple qui était un bâtiment plutôt ordinaire, où il a fallu, on a utilisé la rénovation énergétique pour le revaloriser et le moderniser. Et le dernier exemple qui est plutôt intermédiaire, avec une écriture d'origine qui avait été totalement supprimée avec le temps et qu'il a fallu retrouver et encore une fois moderniser. Donc voilà, simplement quelques pistes pour éviter un échec, pour conclure là-dessus. On conseille du coup de ne pas arrêter le programme de travaux trop tôt et avec des solutions types. Comme vous le voyez ici, au départ on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait faire, on n'avait pas de solution préconçue. Il a vraiment fallu étudier tous les bâtiments avec un diagnostic très poussé pour trouver les bonnes solutions. Éviter un vote sur devis au marché de travaux pour se permettre de gagner du temps. Une mission de maîtrise d'œuvre prématurée également à éviter, plutôt se tourner vers un AMO dès les premières réflexions, puisque l'AMO il va également vous permettre, vous aider à choisir le bon maître d'œuvre, pousser les études avant le vote, associer les copropriétaires, on l'a vu avec cette organisation d'acteurs qui vraiment place le copropriétaire au centre du processus, et pousser l'ingénierie financière puisque chaque copropriétaire a besoin de savoir combien ça va lui coûter avant d'arriver et de voter en assemblée générale, à quelles aides il aura droit, quelles économies d'énergie il pourra faire après travaux. Donc cette ingénierie financière est très importante. Et voilà, donc simplement pour conclure, on voit qu'en mettant en œuvre un processus spécifique, en plaçant le copropriétaire au centre du projet, en faisant intervenir le bon acteur au bon moment, on parvient à requalifier ces bâtiments tout en répondant aux exigences de la transition énergétique avec du coup des copropriétés dont les consommations sont divisées par deux. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc on a vraiment vu différentes facettes de différents même options pour la valorisation du patrimoine tout en gardant toujours en tête le besoin d'efficacité énergétique. Voilà, il y a plein de questions. Je pense que le public en a certainement aussi beaucoup. Donc est-ce que vous avez des questions? Levez la main. Donc je vois madame ici. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir à partir de quelle surface il est intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques, d'une part, et d'autre part sur le remplacement des fenêtres, des persiennes, par des volets roulants électriques. Je suis un peu étonnée personnellement parce que tout ce qui est électrique qui peut, au moment d'une panne quelconque, si je peux dire, se dégrader, ne pas fonctionner du tout, je préférerais utiliser mes bras, quoi, tout simplement. Alors pour répondre par rapport aux panneaux photovoltaïques, ça va vraiment dépendre du besoin de la copropriété. Donc si par exemple on est seulement, la copropriété est seulement électrique sur les parties communes, ça va servir à rien d'installer une trop grande surface de panneaux, ou alors il va falloir mettre des batteries pour stocker l'énergie produite. Voilà, donc en fait la surface elle se définit en fonction des besoins. Si par contre on a une copropriété en chauffage électrique par exemple, chauffage collectif électrique, on a eu le cas sur une copropriété, là ça va être intéressant d'installer une grande surface pour produire une bonne partie de l'électricité nécessaire au chauffage. Je te laisse répondre sur les persiennes. Oui, alors voilà un cas typique de copropriétaire avec des envies
et des choix différents. Évidemment, il y a les copropriétaires qui disent moi le matin je m'en vais, j'appuie sur un bouton et tous mes volets se lèvent, ou inversement je m'en vais, je suis au rez-de-chaussée, j'appuie sur un bouton et tous mes volets se baissent. Et puis il y a ceux qui disent bah non, je veux pas d'électrique, moi ça va très bien, le manuel. Ben voilà. Donc là il faut effectivement répondre, enfin on s'attache à répondre au plus grand nombre et à laisser le choix, puisqu'effectivement là le copropriétaire il a le choix, et c'est des ouvrages, enfin c'est des équipements privatifs. Donc voilà. Après par exemple la copropriété Route de la Reine, les persiennes elles étaient battantes, elles étaient en très mauvais état, elles étaient inaccessibles, enfin il y avait beaucoup de problèmes, on ne pouvait pas aller les chercher à l'extérieur, etc. Donc il y avait un vrai sujet, et là tout le monde, enfin la grosse majorité a dit bah ok, on part sur les stores, parce que c'est un vrai besoin, et un vrai besoin aussi de confort d'été. Voilà, ça dépend aussi d'où on est, comment on est orienté, rez-de-chaussée, en haut, à l'ouest, etc. Merci beaucoup. Oui, c'est important de voir comment finalement on arrive à trouver une solution qui contente tout le monde. Madame ? Oui, c'est à propos des persiennes toujours. Justement, j'ai peut-être pas bien écouté. Il m'a semblé entendre qu'il y avait une possibilité de mettre des persiennes électriques et puis de garder les anciennes persiennes. Et la question que je me posais, c'est est-ce que la mairie donne son accord au niveau du PLU pour qu'il y ait des persiennes différenciées ? Alors effectivement, ça a été l'objet d'un débat avec le service d'urbanisme, hein, puisque on a déposé, comme pour tout projet, un dossier de demande préalable de travaux. Donc c'était parfaitement identifié dans le dossier de demande, mais on n'a pas gardé